Donc, troisième vidéo pour cette leçon qui commence par la fin de la fonction reproductrice chez la femme, grand D, les cycles sexuels de la femme. Alors, ces cycles, c'est tout d'abord le cycle ovarien que l'on vient de voir avec beaucoup de détails, et donc le recrutement de follicules primordiaux, etc., jusqu'à l'ovulation au 14e jour du cycle. À ce cycle ovarien se superpose ou suit un cycle de l'utérus. On a ici une coupe transversale, enfin deux coupes transversales d'utérus de la pine, l'une en phase folliculaire, l'autre en phase lutéale. Vous voyez qu'il y a une énorme augmentation de la taille de l'utérus et notamment le myomètre a une taille qui n'évolue pas énormément, c'est le petit trait jaune. Par contre, l'endomètre voit son volume et donc l'épaisseur de cet endomètre énormément augmentée au cours du temps. Alors à plus fort grossissement, on retrouve myomètre en jaune et endomètre en noir. Vous voyez l'augmentation de la taille de l'endomètre. Ce myomètre, c'est du tissu musculaire lisse et du tissu conjonctif qui va être riche en vaisseaux sanguins et en terminaisons nerveuses, puisque c'est un organe qui va se contracter. Et l'endomètre, qu'on appelle aussi la muqueuse utérine, c'est composé de tissu conjonctif et d'épithélium formant des glandes plus ou moins repliées. Alors, vous voyez qu'ici, l'épithélium est un peu replié par endroits, mais ici, il y a énormément de glandes qui constituent cet épithélium. On va le regarder à plus fort grossissement encore. Et donc, on voit tout un réseau de glandes et encore à plus fort grossissement. On retrouve les mêmes glandes qui est ici coupée transversalement, que ce soit en phase lutéale ou en phase folliculaire, mais ici elles sont beaucoup plus nombreuses et forment des replis beaucoup plus importants. Les glandes en tube, donc, elles sont plus ou moins sinueuses, peu sinueuses ici, des tubes classiques, on va dire, et ici des tubes très contournés. Cycle sexuel s'explique aussi par les cycles hormonaux. Et vous connaissez bien le schéma de régulation global avec la GnRH qui est responsable de la stimulation de l'hypophyse, qui fabrique deux hormones hypophysaires à destination des ovaires, œstrogène qui fabrique lui-même l'œstrogène et la progestérone à destination de l'utérus. Vous savez également qu'il y a plusieurs rétrocontrôles, alors que chez l'homme, il y a un seul rétrocontrôle majeur. Ici, on a plusieurs rétrocontrôles. Je vais vous en parler quand même très rapidement, suivant les étapes du cycle. J'y retourne. Rétrocontrôle négatif des œstrogènes en faible quantité ou de la progestérone, quelle que soit la quantité. Donc, rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en début de cycle. Puis, quand la quantité d'œstrogène commence à devenir importante, on a déclenchement d'un rétrocontrôle positif qui va être responsable du pic de LH et donc de l'ovulation. Puis, cette quantité diminuant, on retrouve un rétrocontrôle qui va rester négatif tout au long de la phase lutéale. On arrive au grand 3 concernant la fécondation. On va étudier la fusion des gamètes, la capacitation, l'interaction gamétique et enfin la première division de mitose.
Donc cette fécondation commence par la fusion des gamètes. Pour qu'il y ait fusion des gamètes, il faut que ces deux cellules soient à proximité, au contact l'une avec l'autre. Pour cela, il faut qu'il y ait transit des gamètes, des deux gamètes. Alors le plus important transit est bien sûr celui des spermatozoïdes, qui sont déposés dans la cavité vaginale, qui vont remonter et passer le col de l'utérus. Donc il faut que celui-ci soit en période favorable au passage, parce que sinon il y a un mucus qui peut freiner, voire empêcher totalement le passage des spermatozoïdes. Ils arrivent dans l'utérus et l'utérus se contracte, permettant de pousser les spermatozoïdes, là aussi, si la période est aux alentours de l'ovulation. Les spermatozoïdes poursuivent leur parcours dans la trompe de Fallope, encore appelée oviducte, et vont arriver jusqu'à la partie presque terminale de la trompe. On parle du tiers externe. C'est là que peut se faire la fécondation s'il y a un ovocyte qui a été émis par l'ovaire au moment de l'ovulation et qui s'est dirigé, qui a fait très peu de parcours, grâce à des cils qui se trouvent à l'intérieur de la trompe et qui le permettent de le pousser, parce que ce n'est pas une cellule mobile, l'ovocyte, contrairement au spermatozoïde. Et donc, si fécondation il y a, c'est ici qu'elle va se réaliser. Cette fécondation nécessite une capacitation, donc on voit ici un spermatozoïde au contact de l'ovocyte, mais en fait c'est souvent une multitude, et c'est toujours pour que la fécondation soit réussie, une multitude de spermatozoïdes au contact de l'ovocyte pour que ça fonctionne. Il y a au moment de cette rencontre des modifications qui sont à la fois de la structure et du fonctionnement du spermatozoïde qui lui permettent de devenir fécondant. C'est ce qu'on appelle son pouvoir de fécondance. Ça se déroule essentiellement dans l'utérus, donc au cours de son trajet, et au niveau de la trompe. D'ailleurs, quand on veut faire une fécondation in vitro, on va enlever le liquide qui entoure le spermatozoïde, qui l'empêche d'être fécondant, ce qui évite en principe les grossesses dans des lieux inappropriés. Pour cela, donc in vitro, on va laver en centrifugeant pour enlever le liquide séminal qui est autour du spermatozoïde. Cette capacitation consiste en des modifications de la membrane plasmique du spermatozoïde, c'est-à-dire perte de certaines protéines de la membrane, perte aussi de résidus glucidiques des protéines qui sont dans sa membrane et élimination d'une partie du cholestérol libre. Donc là, vous retrouvez les composants des membranes que vous avez vues. Conséquence de la capacitation, eh bien, il y a externalisation, c'est-à-dire sortie des récepteurs spermatiques qui vont pouvoir se fixer à la zone pellucide, ce qui entoure l'ovocyte. Possibilité de rupture de l'acrosome, ce qui prépare la libération des enzymes que l'on va voir après. Et enfin, une hyperactivité du spermatozoïde, il devient de plus en plus mobile et il fait des mouvements circulaires très importants. Et grâce à cela, il va pouvoir franchir un peu comme une perceuse la zone pellucide de l'ovocyte. L'interaction gamétique va suivre. Alors elle se fait en différents temps. Tout d'abord, la fixation du spermatozoïde à la zone pellucide. Ensuite, la réaction acrosomique que l'on va détailler maintenant, c'est-à-dire la production d'enzymes, et c'est ce que l'on va voir là. Donc, l'acrosome, c'est la partie qui est à l'avant de la tête du spermatozoïde, qui possède une double membrane, qu'on appelle aussi la cape. Eh bien, ça va se dénuder, en fait, pour que les vésicules
que contiennent cet acrosome soient au contact de l'ovocyte et libèrent des enzymes qui vont digérer la zone pellucide et la membrane de l'ovocyte à la zone de contact et donc mettre en contact directement la membrane interne de l'acrosome avec l'ovocyte. Après cette réaction acrosomique, on a la pénétration de la zone pellucide. Vous voyez qu'elle se fait progressivement à la façon, je disais, d'une chignole ou d'un marteau-piqueur qui va rentrer en digérant cette zone de protection qu'on appelle la zone pellucide. Et cela va entraîner la libération de ce qu'on appelle les granules corticaux qui sont ici dès que la tête du spermatozoïde pénètre, ces granules libèrent leur contenu à l'extérieur, ce qui va empêcher tout autre spermatozoïde de pénétrer. Il y a donc fusion des gamètes et activation ovocytaire. Conséquence de cette activation, pénétration du spermatozoïde, on l'a dit, réaction corticale, c'est ce que je vous ai dit ici, blocage donc de la polyspermie, il ne peut pas y avoir deux spermatozoïdes qui entrent, reprise et achèvement de la méiose, vous vous souvenez, j'avais dit que c'était bloqué en métaphase de deuxième division, et bien là la deuxième division se termine et il y a émission du deuxième globule polaire et formation de ce qu'on va appeler le pronucléus femelle, c'est-à-dire le noyau de l'ovocyte qui est cette fois haploïde. Transformation également du spermatozoïde, destruction de la plupart des composants mis à part le noyau, décondensation du noyau et formation du pronucléus mâle qui lui aussi est haploïde. Pour terminer, la première mitose de la segmentation, elle suit directement cette fécondation. Il y a réplication de l'ADN, c'est-à-dire la phase de synthèse que vous connaissez, qui est indépendante dans chacun des pronucléus. Donc chaque noyau débute sa mitose tout seul. Puis il y a migration de chaque pronucléus vers le centre de l'œuf. Prophase indépendante dans chaque pronucléus également. Et c'est qu'en métaphase qu'il va y avoir tous les chromosomes des deux cellules, donc les 2 fois N chromosomes, qui sont mis en commun. Donc là, on a une cellule à 2 N chromosomes qui termine sa mitose comme une mitose classique, donc mélange des chromosomes maternels et paternels. Pour conclure cette leçon, on peut donc dire qu'il faut donc être 2 pour faire un œuf, un homme qui fabrique une cellule petite et mobile qui doit rencontrer au moment opportun un ovocyte 2 qui a été émis peu de temps auparavant au cours de l'ovulation de sa partenaire. La fusion aboutit à la création d'un zygote qui entame tout de suite ses premières divisions de mitose avant d'aller s'implanter dans l'utérus, c'est ce qu'on appelle la nidation. Il reste alors 9 mois à la cellule œuf pour parfaire son évolution et exprimer son patrimoine génétique. C'est ce que nous allons voir dans la leçon Procréation 2. Merci pour votre attention.